Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plus que quelques heures pour que prenne fin l'examen du certificat d'études primaires. Tôt ce matin, les apprenants ont commencé les épreuves sportives et physiques qui prendront fin demain jeudi. La campagne électorale pour les élections législatives en Algérie a pris fin ce mardi. Le gouvernement espère un taux de participation élevé. Et puis la gifle infligée au président Emmanuel Macron ce mardi par un individu suscite l'indignation de la classe politique française. Un acte condamné par la quasi-totalité des acteurs politiques du pays. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 composent depuis ce matin les épreuves sportives. Cette phase de l'examen va durer 2 jours. Clémence Tonoucoin et Damien Pedro étaient allés faire le constat. Voici leur reportage. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer 2 jours. Au centre Siquet Sud, tout se passe très bien, a laissé entendre le chef centre. Les épreuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles où des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les 2 activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles à bras cassés et nous sommes sur la deuxième discipline de l'EPS qui est choisie, le saut en hauteur. On a constaté que les enfants sont en train d'affronter cette épreuve avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Chaque candidat a droit à 3 essais. Il y a tous les candidats qui sont taxés, donc nous sommes presque à la fin de l'épreuve sportive et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, aucun incident. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Le sport, tout va bien. Je suis partie jusqu'à 1 mètre. On n'a pas encore fini. Le lancer, j'ai lancé juste une seule fois. J'ai atteint le seuil de réussite. Pour le sport, j'ai sauté, j'ai fait la lancée du balle et j'ai bien fait. J'ai sauté 90 mètres. Pour le lancer, je ne sais pas trop. J'ai lancé 2 fois. Santé, cérémonie de réception de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin au ministère de la Santé, un don du Bureau des Nations Unies pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la Covid-19. Carnot François Humbade-Rento, Fiacre Voitan. Acquisition de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin par le ministère de la Santé. C'est un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS financé par la Banque islamique de développement. Il intervient dans le cadre du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre la Covid-19. Occasion pour le représentant de UNOPS, Moustapha Taïrou, de rappeler les 3 accords signés avec le gouvernement béninois dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Le premier accord, c'est l'achat de 2 ambulances médicalisées et d'un laboratoire mobile. Le deuxième accord, c'est l'achat et l'installation de 2 laboratoires fixes à Ouida et à Parakou. Le troisième accord, c'est achat et installation de 4 centres de traitement épidémiologique à Porto-Novo, Lokossa, Abomey et Parakou. L'enveloppe globale du financement est de approximativement 20 millions. Cette cérémonie, présidée par Petas Akogbeto, directeur de cabinet du ministère, est le fruit du respect du premier accord signé avec le gouvernement qui est l'achat d'ambulances médicalisées. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et d'un laboratoire mobile, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie, et les laboratoires mobiles
La confection a été déjà commencée. Nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Les donateurs, par la suite, ont reçu les mots de remerciement du ministre de la Santé à travers la voix du directeur de cabinet. Il s'agit de 2 ambulances équipées d'un montant d'environ 70 69 104 francs qui viendront renforcer en fait notre parc de matériel roulant médicalisé pour assurer la prise en charge des patients atteints de Covid-19. C'est vous dire, mesdames et messieurs, l'importance que revêt cette cérémonie pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque islamique de développement pour avoir accepté de financer la requête du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à UNOPS pour ce partenariat fructueux que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers qui restent. Rappelons que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet est un organe opérationnel des Nations Unies soutenant la mise en œuvre des projets d'un large éventail de partenaires. Ce don fait au ministère de la Santé sera sans doute d'une aide importante et d'un soulagement pour les acteurs du système sanitaire. Préparatif de la dernière journée qualitative de la CAN 2021 pour le Bénin. Les écureuils étaient face à l'équipe de la Zambie ce mardi au stade général Mathieu Kérékou au terme d'une rencontre âprement discutée. Les poulains de Michel Duchier ont été tenus en échec 2 buts partout. À quelques jours de son match crucial contre la Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, le Bénin accueillait au stade général Mathieu Kérékou la Zambie, et ceci en match amical. Pour cette rencontre, le Bénin est passé par toutes les étapes. C'est le milieu du terrain, Sebi Osoku de Bifield, qui ouvre le score pour les Béninois à la 12e minute. Mais 7 minutes après, les Zambiens égaliseront grâce à Sululani Firi et ils vont même prendre l'avantage avant la pause par l'intermédiaire de Tandy Mouapé à la 45e minute. Ceci sur un corner sur lequel le gardien béninois Saturnin Alagbé est allé en promenade. Les hommes du sélectionneur français Michel Duchier vont revenir cependant au score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire par le biais de Yohan Roche. Son premier but avec la sélection béninoise, bien évidemment. Les Chipolopolo se reprennent ainsi après avoir perdu 3-1 contre le Sénégal samedi soir à Thiès. Quant à Michel Duchier, il a profité de cette rencontre pour faire les derniers réglages qui lui permettront de bien huiler son arsenal pour l'assaut final du 14 juin contre la Sierra Leone. Au terme de la rencontre, les 2 entraîneurs font la lecture que voici. Et ça fait plaisir de revoir des joueurs tels que Khaled Adeno, des joueurs tels que Michael Fouté, qui il y a 10 ans encore, je les avais affrontés. Aujourd'hui, je les revois encore, toujours avec la même hargne, la même envie. Ça fait plaisir de les voir. Et autour de jeunes joueurs également, qui sont en train d'éclore comme des fleurs et qui font de très belles choses. Je rends hommage à l'équipe individuellement, des joueurs individuellement et collectivement également. Ils ont été vraiment, on va dire, à la hauteur. Et aussi, il faut dire que c'est parce qu'ils sont très bien entraînés par mon ami Michel. J'ai une très haute considération pour cette équipe du Bénin. Et vu le talent, vu ce que j'ai pu observer ce soir, je pense que le Bénin mérite amplement de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On avait à cœur de produire du jeu. Je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions sur ce match-là qu'on n'a pas pu conclure. Maintenant, s'il y a un regret, c'est les buts qu'on encaisse, quoi, parce qu'on perd un ballon dans nos 30 mètres plein axe là, et on se fait punir. Et puis sur un coup de pied arrêté, juste dans le money time, donc ce qui me met en colère forcément, parce qu'on sort d'un match contre le Nigeria où on perd sur un corner. Là, on se fait mener au score dans les arrêts de jeu. Voilà, donc c'est ce manque de rigueur qui nous plombe le déroulement du match, mais l'équipe est bien revenue et je pense qu'on a produit de bonnes choses. Excusez. À rappeler que le Bénin joue le 14 juin contre la Sierra Leone si tout se passe bien,
Puisque par rapport au litige qui oppose la Sierra Leone au Bénin, les deux parties ont été écoutées par le tribunal arbitral du sport ce 8 juin 2021. Actualité en dehors du Bénin, la campagne électorale a pris fin ce mardi en Algérie. Une campagne difficile avec la situation sanitaire et la répression policière. L'enjeu principal de cette élection est le taux de participation des élections législatives prévues pour ce samedi. Des panneaux électoraux sans affiches se succèdent dans les rues d'Alger. Dans la capitale algérienne, comme dans de nombreuses autres villes, cette campagne législative ne passionne pas la population. Et pour cause, ce scrutin prévu le 12 juin prochain est boycotté par une partie de l'opposition. De son côté, le Hirak continue de mobiliser. À Alger, mais aussi à Paris, les opposants dénoncent un pouvoir qu'ils jugent illégitime. La première revendication du peuple algérien aujourd'hui, c'est le démantèlement de la junte militaire. Nous ne pouvons pas organiser des élections libres. Pourquoi aller participer à ce pseudo-jeu pluraliste qui a été déclenché depuis 88 ? Il a fini par laminer la classe politique démocratique, mettre à la marge les revendications démocratiques, les droits humains en Algérie. Grand favori de ces législatives, le Rassemblement national démocratique qui soutient le président algérien. Malgré ce succès quasi assuré, le chef de l'État accuse le Hirak d'être profondément divisé et de ne plus être le porte-voix du peuple. Aujourd'hui, dans ce qui reste du Hirak, on trouve de tout. Il y en a qui crient État islamique et d'autres qui scandent pas d'islam. Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n'est pas le Hirak originel, c'est très hétéroclite. Initialement prévues en 2022, ces élections anticipées apparaissent comme une tentative du pouvoir de reprendre la main face au Hirak. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, près de 1500 listes sont en lice. Le mouvement d'opposition algérien avait dénoncé ce scrutin anticipé dès son annonce. En dépit de nombreuses arrestations et de poursuites judiciaires, les manifestations se poursuivent dans les principales villes du pays. C'est l'image qui tourne en boucle depuis ce mardi. Emmanuel Macron giflé par un homme alors qu'il était en déplacement dans la Drôme. En plein foule, le chef de l'État a été agressé par un jeune de 28 ans. L'individu a été interpellé et gardé à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un geste qui a provoqué l'indignation de toute la classe politique française. Une visite dont il risque de se souvenir. En déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, Emmanuel Macron ne s'attendait sûrement pas à tant de violence. Après la visite d'un lycée hôtelier en début d'après-midi, le président de la République décide de venir saluer la foule. Il s'approche des barrières, un homme agrippe sa main droite, puis lui assène une gifle. Après avoir lancé le cri de ralliement royaliste « Montjoie-Saint-Denis, abat la Macronie ». L'agresseur, un Dromois de 28 ans, est aussitôt interpellé par le service de protection d'Emmanuel Macron, ainsi qu'un autre homme qui l'accompagnait. Inconnus de la justice, ils ont été placés en garde à vue. Leurs motivations ne sont pas connues à l'heure actuelle. Une plainte a été déposée par le préfet de la Drôme et une enquête ouverte pour violence sans ITT sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L'événement remonte vite jusqu'à Paris. Jean Castex, alors à l'Assemblée nationale, s'est indigné d'un tel acte. À travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. À l'image d'une Assemblée nationale unie pour condamner cette agression, c'est toute la classe politique française qui s'est empressée de soutenir Emmanuel Macron. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président. On peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre à son égard la moindre violence.
Je condamne avec la plus grande fermeté le geste inacceptable dont a été victime Emmanuel Macron. Aucun désaccord politique ne justifiera jamais la violence. Le respect des institutions de la République et de ses représentants est un principe cardinal de notre vie démocratique. Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ? Je suis solidaire du président. Emmanuel Macron a dans un premier temps continué sa visite dans la Drôme, s'accordant de nouveaux bains de foule. Le président de la République a ensuite réagi dans les colonnes du Dauphiné libéré, dénonçant des faits isolés commis par des individus ultra-violents, mais a rassuré, ajoutant que tout va bien, il faut relativiser avec cet incident isolé. Une gifle qui restera sûrement comme l'une des images fortes de son quinquennat. L'île de la Taïwan au cœur de conflit entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis multiplient les aides financières et matérielles envers l'île au risque de froisser l'empire du milieu. Sénateur américain sur le tarmac de Taipei ce dimanche. C'est la deuxième délégation américaine à se rendre dans le détroit de Formose en à peine un mois. Le but officiel de l'expédition, un don de vaccins. Confronté à une soudaine flambée de Covid-19, Washington promet la distribution de 750 000 doses à l'île. Taïwan accuse la Chine d'entraver ses efforts pour obtenir des doses. Nous sommes ici en amis car nous savons que Taïwan fait actuellement face à des difficultés, ce qui explique l'importance de notre visite à tous les trois, issus des deux parties. Une visite amicale et plus qu'une promenade de santé. Les élus américains, arrivés à bord d'un avion militaire, lancent un message à Pékin. Washington se dit inquiet face à la multiplication des incursions chinoises dans l'espace aérien de l'île. Le rapprochement avec Taïwan est bel et bien amorcé. Les États-Unis ont annoncé ce lundi la préparation d'un accord commercial d'ampleur, présenté comme un texte historique pour contrer la menace économique de la Chine. Je sais que nous avons des discussions avec Taïwan ou que nous allons en entamer bientôt sous une forme d'accord cadre. Ces discussions devraient commencer. Taïwan doit avoir les moyens de se défendre, a également affirmé le chef de la diplomatie américaine. Washington, qui a rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979, reconnaissant ainsi Pékin comme seul représentant officiel de la Chine. Mais les États-Unis restent l'allié le plus puissant de Taïwan et son premier fournisseur d'armes. Ce nouveau rapprochement est perçu par Pékin comme une provocation. Nous demandons instantanément aux États-Unis d'appliquer le principe d'une seule Chine et les dispositions des 3 communiqués conjoints Chine-États-Unis, de cesser toute forme d'échange officiel avec Taïwan, de traiter la question de Taïwan avec prudence et de s'abstenir d'envoyer des signaux erronés aux forces indépendantistes de Taïwan. Taïwan, un sujet hautement sensible pour la Chine et un dossier prioritaire pour le président américain. Dès sa prestation de serment le 20 janvier, Joe Biden avait exprimé sa détermination à renforcer les relations avec le détroit de Formose, allant jusqu'à inviter la représentante de Taïwan aux États-Unis à la cérémonie. Cette nouvelle visite diplomatique contribue ainsi à attiser les tensions entre les deux pays, au risque de brouiller un peu plus la limite entre compétition économique et risque de confrontation militaire. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.